Allô Jacques. Oui, allô. Allô Jacques. Oui, c'est vous qui chantez, hein. C'est vous qui chantez, hein. C'est pas moi qui chante, hein. Allez, merci beaucoup, je vous laisse, hein. Et bonne fin d'émission, au revoir. Merci beaucoup, hein, monsieur Toussaint. Merci. Alors, c'est comment Eva, c'est Daïs. Alors, cette chanson, que vous soyez pro Gbagbo ou bien voilà, pro Ouattara, mais je crois que ça fait bouger. Hein. Et puis, on voit toujours l'image de M. Laurent Gbagbo en train de danser. C'est quelque chose de très mémorable. Alors, vous avez suivi tout à l'heure notre ami M. Alain Toussaint. Hein. Alors, nous allons permettre donc de venir aux commentaires. J'allais commencer les commentaires avec le docteur Moketu et puis M. Soumaoro. Je vais aller d'abord du côté de M. Soumaoro depuis donc l'État de Oklahoma pour avoir donc lui son commentaire par rapport à tout ce qui se passe. Alors, M. Soumaoro, allez-y pour votre commentaire. Hein. Oui, merci bien, M. Jacques Roger. J'espère que vous m'entendez. Alors? Oui, parfaitement, oui, bien sûr. Ok. Je pense que j'ai écouté M. Alain Toussaint avec beaucoup de patience et beaucoup d'attention. Je note que M. Alain Toussaint est resté constant hein, dans son discours que nous connaissons, mais je ne l'ai pas trouvé très cohérent, pour être honnête. Surtout d'abord dans sa disposition au débat. Quand vous dites, parce que vous êtes l'invité, vous avez le droit, en tout cas, d'imposer à ceux qui vous invitent une certaine discipline dans le débat. Et que vous dites non, alors que vous avez pris le temps de vous prononcer sur un élément du débat, et que vous estimez que ce n'est pas opportun et que les autres apportent leur contribution à ce débat, j'ai trouvé ça très démocratique. Et que, dans le même temps, quand quelqu'un d'autre intervient, ça va? Le docteur Mouketou, et que vous lui Oui, d'accord, ok, oui. Ok, à tout de suite. Sur le même débat, je ne sais pas trouver cela très démocratique. Maintenant, pour revenir dans le fond, je retiens que M. Alain Toussaint, en tout cas, de ses propos, n'espère pas grand-chose de la CPI. M. Toussaint est certainement soutien de M. Laurent Gbagbo, n'espère pas que Laurent Gbagbo pourrait se sortir objectivement en tant qu'homme libre de ce procès. Et donc, il a posé le cadre et j'ai retenu un élément essentiel. Pour eux, le débat est politique, la logique est politique, de sorte à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui en réalité est la cible privilégiée de leur argumentation politique ou de leur logique politique, prenne la décision de suspendre la procédure au niveau de la CPI. Le croire, c'est tout à fait légitime, mais penser que cela pourra se faire, je pense que c'est un peu illusoire, parce que de l'autre côté, en face de Laurent Gbagbo, au niveau du procureur, les arguments juridiques, les arguments factuels sont suffisamment solides pour consacrer la condamnation de Laurent Gbagbo. Maintenant, j'ai noté quelques éléments que je n'ai pas trouvés très classe. Quand vous dites, M. Soumaoro, je ne sais pas sur la base de quoi, j'ai été identifié par votre invité comme un militant du RDR, alors que je ne me souviens pas avoir été encore militant du RDR. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a motivé
cette désignation, hein, peut-être parce que par rapport à cela, M. Soumahoro, par rapport à cela, la semaine passée, je vous ai présenté comme M. Soumahoro, proche donc du RDR. Peut-être c'est pourquoi il a dit que vous étiez certainement donc du RDR, proche de M. Alassane Dramane Ouattara. Certainement, c'est ce qui a fait que M. Alain Toussaint vous a certainement identifié comme étant donc un membre du RDR. Donc peut-être c'est un peu l'erreur est à mon niveau. Hein. Allez-y. Ok, je prends acte de cela, mais je voudrais aussi permettre, c'est une doléance que je vous soumets, c'est bon d'avoir des invités exclusifs qui se livrent parfois à nous instruire sur leurs opinions personnelles, mais c'est bon aussi de créer, si vous voulez, un petit cadre de débat. Parce que quand les idées des uns sont confrontées dans une dynamique où d'autres personnes peuvent apporter des perspectives différentes, je pense que ça enrichit le débat, ça enrichit ce rendez-vous perpétuel qu'est le débat du donner et du recevoir. Et ça permet aux auditeurs de s'instruire en utilisant les perspectives en question. Donc je souhaite que dans ce que vous allez peut-être retenir pour la semaine prochaine, ce n'est pas forcément M. Soumahoro ou M. Alain Toussaint, ça c'est pas ça le plus important, mais faites en sorte qu'on ait au moins autour de M. Alain Toussaint, qui peut être l'invité principal, des gens qui puissent émettre ou bien apporter des contributions qui peut-être peuvent aller dans le même sens ou bien dans le sens contraire. Et ça, c'est une doléance que je voudrais vous transmettre. Sinon, il n'est pas question de venir ici pour dire que M. Soumahoro ou bien quelconque intervenant parviendra à changer M. Alain Toussaint, malgré ses contradictions internes. Il va toujours s'arranger pour démontrer que ce qu'il dit est cohérent. Parce que tout à l'heure, vous l'avez bien mentionné, le débat sur la nationalité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat d'émotion, ce n'est pas un débat d'appartenance originelle à un village ou bien à un quartier, comme il a peut-être donné l'impression, en tout cas, dans sa démonstration, mais c'est un débat juridique. Et il faut qu'on soit courageux pour aborder ce débat juridique, qui peut avoir aussi une dimension politique. Et la dimension politique, c'est ma position. J'ai dit que c'est assez conservateur que la Côte d'Ivoire refuse d'entrer dans sa propre dynamique, dans la dynamique d'un monde globalisé, et d'accepter qu'enfin, on puisse permettre aux citoyens de jouir peut-être pourquoi pas de la double nationalité. Ça, c'est ma position. Je ne pense pas que ce soit la position de M. Alain Toussaint. M. Alain Toussaint estime qu'il suffit d'être de Gagnoa peut-être, ou bien de Korogo peut-être, pour dire oui, comme je suis de Korogo, quel que soit ce que la loi dit, quel que soit ce que j'aurais décidé finalement, en tout cas renonçant à ma nationalité ivoirienne pour prendre une autre nationalité, je demeure ivoirien. Le dit, c'est illusoire. Le dit, c'est pas vrai. Le dit, c'est contre les principes, en tout cas, qui sont dans nos lois. Et quand on estime qu'on défend les lois, il faut les défendre jusqu'au bout, jusqu'à ce que les réformes soient prises pour les changer. Et je souhaite qu'on quitte un peu ce débat purement politique. Parce que on a combattu M. Ouattara, parce que nous on estime qu'il est comme ci, comme ça. Venir dire aujourd'hui, oui, je suis français, assumer qu'en étant français, je ne suis plus ivoirien. Il faut avoir le courage, Merci bien, M. Jacques Roger. Voilà quelques observations que je voulais faire. Oui, merci beaucoup, M. Soumahoro. Par rapport certainement aux émissions, vous êtes un habitué. C'est la même manière dont nous avons organisé des émissions quand nous recevons les pro Ouattara. C'est la même manière dont nous organisons les émissions quand nous recevons donc les pro certainement M. Laurent Gbagbo. Si vous voulez certainement un peu le débat face à face que nous avions dans le temps avec M. Lucien Kouassi, peut-être que nous pouvons peut-être faire revenir ce débat face à face. Aujourd'hui, il était question donc d'avoir M. Alain Toussaint faire le point. Et puis seulement échanger avec vous, la preuve, vous avez pu intervenir au moins 2 ou 3 reprises, contrairement certainement aux autres personnes. Alors, sinon, je prends note exactement de votre suggestion. Nous allons essayer peut-être les jours à venir ou bien les semaines à venir de créer cette plateforme d'un face-à-face, pour certainement apporter donc la contradiction pour tous ceux qui nous suivent et puis pour les auditeurs. Merci, Monsieur Soumahoro. Je vais aller donc du côté du docteur Jean-Aimé Moketou, que vous avez aussi mentionné tout à l'heure. Alors, docteur Moketou, allez-y pour votre commentaire.
Bien, merci, Monsieur Jacques Auger. Je voudrais dire d'emblée que votre invité, Monsieur Alain Toussaint, c'est ce qu'on peut appeler la relève de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est un jeune, brillant, posé, intelligent, qui s'exprime sans passion. Et au cours de cet entretien, je pense qu'il nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup. Je vous prends 2 exemples, sans aller dans les détails. Nous avons appris que certains qui interviennent sur cette radio appartiennent à certaines mouvances extrémistes en Côte d'Ivoire. Et ce que nous observons par exemple au Mali, quand on voyait la présence de l'armée française qui va combattre ces mouvements extrémistes. Et malheureusement, pour le peuple ivoirien, ces gens-là sont assis tranquillement aux États-Unis et dans le reste du monde. Des gens qui ont cassé les banques, qui ont pillé le trésor public ivoirien et qui ont fait des déclarations au niveau de certaines préfectures des pays occidentaux en donnant des fausses informations. Et moi, comme je fais confiance, si vous voulez, donc aux puissances qui dirigent ce monde, ces gens-là seront arrêtés un jour. Deuxième information que le brillant, cohérent Alain Toussaint nous a donné, c'est, je ne le savais pas, peut-être vous avez cette information, le président Laurent Gbagbo Koudou, il va intervenir mercredi et jeudi. Je ne sais pas si vous aviez cette information. Et il y avait des spéculations. Des gens en parlaient déjà, même quand j'étais aux Pays-Bas, je vais repartir le week-end prochain. J'espère que ça, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, que nous allons vraiment fêter cette liberté retrouvée de cet homme, ce sage. Et toujours dans cette parenthèse, je voudrais rapidement dire à M. Toussaint, qui nous écoute, lorsque le président Laurent Gbagbo Koudou va intervenir, j'aurais aimé qu'il se présente en tenue traditionnelle de la Côte d'Ivoire, avec ses lunettes d'intellectuel. C'est un politique intelligent et qui sait ce qu'il dit. Et merci, M. Alain Toussaint, pour cette information. Je ferme la parenthèse sur l'intervention du docteur Laurent Gbagbo Koudou, mercredi et jeudi. Et je pense que la Côte d'Ivoire va trembler. La Côte d'Ivoire va trembler. Parce que, contrairement à ce que j'écoute, il y a certains qui minimisent le docteur Laurent Gbagbo Koudou. Je pense qu'il ne va pas mâcher ses mots. Et ce que je regrette au cours de ce débat, nous ne sommes pas allés un peu dans le fond, j'espère que nous reviendrons la semaine prochaine, sur le rôle de la France. J'espère que M. Alain Toussaint viendra nous apporter des informations sur le silence, par exemple, du gouvernement héros, en fait, qui observe, qui ne dit rien. Et moi, je suis content, comme les socialistes, ne s'intéressent pas à ce problème. Et j'espère qu'il reviendra plus en détail sur le rôle, si vous voulez, donc, sans aller dans la politique de victimisation. Chaque fois, oui, c'est l'Occident qui est responsable de ça. Nous sommes d'abord les premiers responsables. Ce sont des Ivoiriens qui ont décidé d'aller tuer leurs frères. Et puis, voilà, les Occidentaux n'ont fait que suivre, accompagner cela, qui ont pour rôle d'aller s'installer au pouvoir par tous les moyens, comme disait M. Alain Toussaint. Donc, Jacques Roger, je pense que le moment est grave. Le moment est grave. Mercredi, jeudi, ce sera le tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Merci et je vous souhaite bon courage, M. Jacques Auger. Voilà, j'espère que vous aurez cette possibilité, hein, voilà, de vous protéger. Hein. Ok, non, ne vous en faites pas. Vous savez, on est en Occident. Je voudrais signaler au Dozo, si vous prenez des pays comme les États-Unis, la France, les opposants africains connus dans certains pays, ils sont protégés, surveillés. Nous sommes dans des États démocratiques. Oui, mais docteur Moukekou, une autre question, hein, c'est-à-dire que quand on occupe pratiquement un peu les deux camps, hein, bon, quand je dis les deux belligérants, hein, le camp de M. Ouattara et puis de mes camps M. Gbagbo,
les gens se rejettent mutuellement certainement les responsabilités, hein, mais il y a eu des milliers de morts. Comprenez, hein, ça c'est aussi palpable. Il va falloir certainement qu'un jour on nous dise exactement hein, pourquoi ces personnes ont été tuées. Hein. Vous ne voyez pas un tout petit peu? On a l'impression que les victimes, personne ne s'en occupe. Voilà, on se rejette les responsabilités. Non, c'est le Ouattara. Non, c'est le Gbagbo. Non, c'est le Ouattara. Alors que les faits sont là, des milliers de morts. C'est ce qu'on appelle souvent en géopolitique l'égoïsme politique. C'est-à-dire que vous avez écouté par exemple M. Souvao qui se plaignait qu'on n'invite pas les représentants du professeur, du docteur Alassane Ouattara, mais c'est eux qui doivent organiser ça. Vous savez, eux, ils ont une seule stratégie, ce sont les bagarres des coups de poing. Et on a toujours dit, même quand on transmet des connaissances aux enfants, que les bagarres sont réservées aux animaux féroces. Moi, je serais content, par exemple, de voir, parce que il y a des intelligences que moi je respecte du côté du docteur Alassane Ouattara. Vous avez Basile Ngueta. Pourquoi pas organiser un débat, M. Ngueta et M. Alain Toussaint, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas des intelligences, des intellectuels du côté du docteur Alassane Ouattara qui viendront poser les problèmes de fond, au lieu de rester dans ce discours de ces extrémistes, pilleurs de banques qui viennent juste distraire les gens quand quelqu'un est cohérent. On veut dire qu'il a été incohérent. Mais c'est vraiment scandaleux. Moi, je pense que c'est le moment où il faut parler le discours de la relève. Vous savez, le docteur Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo Koudou, ce sont des personnalités qui sont déjà âgées. Ils doivent normalement, malgré ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, être vos conseillers. Mais malheureusement, du côté du docteur Alassane Ouattara, c'est vraiment, je ne vais pas utiliser un adjectif pour que tous les dozos ne viennent pas tomber dans mon bâtiment. Je pense que le docteur Alassane Ouattara, il faut qu'il utilise ces intellectuels-là. S'ils sont là, je ne sais pas s'il y a des intellectuels dozos, qu'il utilise Basile Ngueta, la voix de la rébellion, par exemple, aux États-Unis, quelqu'un qui s'exprime bien, qu'il vienne, qu'il aille sur France 24, qu'on lui paye les billets avec l'argent qu'ils sont en train de piller. Ils ont la clé du trésor public de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont en train de distribuer le territoire ivoirien de gauche à droite. Merci, donc, docteur. organiser des débats. Donc voilà, merci, M. Jacques Auger. Merci, docteur Jean-Aimé Mouketou, depuis donc Paris. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné M. Jean-Basile Ngueta. J'aimerais avoir son input. M. Ngueta, vous êtes en ligne. Oui, allô, Jacques. Oh, alors, M. Ngueta. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Hein. Vous êtes en ligne, allez-y. Merci pour, une fois de plus, cette opportunité. Ce que je constate, c'est que, vous savez, moi... La même question que j'ai posée, c'est tellement à monsieur Dr Mouketou, je vais vous quand même poser la même question. Les responsabilités actuellement, personne ne veut certainement faire son mea culpa, c'est des pro-Ouattara, c'est des pro-Gbagbo, mais les réalités sont là. Monsieur Jean-Basile Ngueta, depuis pratiquement 20 ans, le pays va dans des charibes en Silla, rien n'avance, des milliers de morts. Le constat est là, monsieur Ngueta. On a l'impression que les victimes, ce n'est pas un peu le dada, permettez-moi l'expression, de nos politiciens. Oui, c'est un peu la difficulté dans la crise ivoirienne, c'est que dans les deux camps, on se rejette la responsabilité. Si éventuellement, comme on appelle cela, on pense que M. Gbagbo serait pas parti, serait parti, qu'il n'y aurait pas eu de crimes. Je suis d'accord avec tout cela, mais ce que je dis, c'est que pour moi, en tout cas, j'estime que il faut pouvoir arriver à un moment, et ça, je le maintiens, à une période où on arrive exactement à mener des enquêtes sérieuses sur la crise post-électorale, qu'on arrive à identifier ceux qui ont fait quoi, ceux qui n'ont pas fait quoi. Parce que si vous prenez par exemple la définition et ça sera vraiment un grand débat à la CPI, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais j'ai l'opportunité d'en parler. La définition de crime contre l'humanité de la CPI n'est pas ce que nous voyons, parce que il faut pouvoir montrer qu'il y a eu l'intention de comment on appelle ça, planifier, de tuer systématiquement
des gens par rapport à leur appartenance religieuse, par rapport à leur appartenance politique, ethnique, et j'en passe. Alors donc, lorsque, par exemple, je prends les crimes, ce qui s'est passé à Diokwe, et que dans une définition CPI de comment on appelle ça, de crimes contre l'humanité, il va falloir aussi que les enquêtes arrivent à prouver, surtout lorsqu'on sait que c'est deux camps, un camp malinqué et un camp, guéré, ou bien qui se sont, en tout cas, au regard des morts qui se sont affrontés. Alors donc, il faut pouvoir, est-ce que c'est des crimes qui ont été planifiés? Alors si c'est des exécutions qui ont été planifiées, alors qui sont les auteurs? Qui sont ceux qui ont planifié cela? Du côté de M. Laurent Gbagbo, c'est ce qu'on essaie de prouver aux choses à la CPI, qu'il y avait toute une chaîne de commandement dont il était, comment on appelle ça, le chef d'orchestre, et que rien ne se faisait sans son consentement ou bien sans son aval. Alors, pour moi, comme je l'ai dit, si les Ivoiriens veulent nécessairement aller à une réconciliation vraie, et je le souhaite pour les générations futures, pour ne pas que nous retombions dans les mêmes erreurs du passé, il va falloir vraiment qu'on arrête de se jeter la responsabilité, de rejeter la responsabilité, et que les gens soient assez courageux pour dire voici ce que nous avons fait. Alors, il est temps pour nous de faire face à la justice, Jacques. Et donc, c'est un peu ce débat-là qui me gêne un peu, où, bon, du coup, on pense qu'il y a un camp qui est plus blanc que l'autre, ou bien, bizarrement, il y a des gens qui n'ont absolument rien fait dans cette crise post-électorale. Bon, il y a eu ce qu'on appelait la légitime défense, on a exterminé un certain nombre de personnes, et puis bon, on ne peut pas faire face à la justice parce qu'on a été provoqué, parce qu'on cherchait à se défendre. Je pense que c'est un mauvais signal qu'on est en train de donner, comme on appelle ça, aux populations ivoiriennes. Et ça, ce n'est pas de nature vraiment à pouvoir réconcilier les gens qui, à mon sens, sont déjà assez fragilisés par cette crise post-électorale, Jacques. Alors, je vais certainement avoir un peu votre commentaire par rapport donc à la réaction donc de l'avocat de M. Laurent Gbagbo le vendredi. Alors, nous allons l'écouter et puis avoir certainement un peu votre commentaire par rapport un peu à ça. Mais d'ores et déjà, vous avez bien compris qu'il s'agit de saisir les tenants et les aboutissants si l'on veut juger cette affaire, et non pas avoir une vue parcellaire et biaisée. Deuxièmement, le rapport, il est là. Quand on dit que des chefs soupçonnés de crimes de masse se sont livrés à des massacres à Yopougon au même moment où, selon vous, d'autres tuaient, alors il y a une impossibilité. Quelle est la vérité? La vérité se comprend lorsque l'on prend une certaine distance. La distance, nous vous la donnons. Vous n'avez pas fait d'exposer des faits qui soient impartials. Nous le faisons à votre place. C'est l'intérêt de tous ceux qui sont ici de comprendre ce qui se passe. C'est l'intérêt de la justice. Alors, M. Nguetta, la toute première question. Merci. On va suspendre maintenant pour une demi-heure et on recommence à 5h30. Oui, M. Nguetta, est-ce qu'il appartenait certainement au procureur d'être un peu impartial, puisque lui, il accuse? Donc, je pense qu'il doit certainement aller contre M. Laurent Gbagbo. Vous ne pensez pas, vous ne voyez pas un tout petit peu? Oui, comment on appelle ça, le procureur défend dans ce dossier-là les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de montrer que, écoutez, nous sommes là pour accuser. Mais n'oubliez pas aussi que les accusations portent sur une période bien déterminée. Et c'est la crise post-électorale. Ce que les partisans de M. Laurent, pas les partisans, mais je veux dire la défense fait pour M. Laurent Gbagbo, c'est que eux, ils essaient de montrer un peu la genèse de cette crise-là en remontant jusqu'à, je crois même, comme on appelle 99, où ils ont parlé de coup d'État, tout ça. Alors donc, c'est deux styles différents qu'on présente aujourd'hui à la CPI. Il y a, comment on appelle ça, le procureur qui est on target, qui va droit au but, contrairement à la défense qui, elle, essaie de montrer une genèse assez étoffée et vraiment assez large de cette crise-là. Je pense qu'ils sont, on pourrait dire qu'ils, comment on appelle cela, c'est ce que j'ai appelé, le système de l'entonnoir. Hier, on estime que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ils vont essayer de corser ou bien de réduire cela pour essayer de mettre dans une sorte de nasse
vraiment tous les éléments de cette procédure électorale et de présenter le juge au juge que bon, M. Laurent Gbagbo est plutôt la victime, mais pas le bourreau. Alors donc c'est deux démarches différentes de la manière de présenter les faits. Mais je pense que bon, chacun a son style et ils savent exactement, je l'estime en tout cas pour ma part, qu'ils savent exactement là où ils vont. C'est qu'il faut regarder dans le droit international, et ça je le disais tout à l'heure, c'est un peu la définition et l'interprétation d'un certain nombre de faits. Et c'est ça qui rend le droit, le droit international un peu plus compliqué dans l'interprétation, dans l'implémentation, parce que vous le savez, il n'y a pas au-dessus des traités, des conventions, une sorte de police qui fasse que, bon, lorsque vous signez un document, une convention, bien un traité, vous ratifiez, vous êtes obligé de le ratifier, enfin, de le respecter à la lettre. Alors donc, il y a des gens qui signent des traités, par exemple, et qui refusent, comment on appelle ça, qui refusent, par exemple, d'appliquer un certain nombre de clauses de cet accord-là. Et malheureusement, la communauté internationale a les mains liées. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire dans ce genre de situation. Parce que, je vais vous donner un exemple simple. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question en ce qui concerne, comment on appelle cela, quels étaient les moyens de recours par rapport au fait que la CEDEAO reconnaît dans l'article 6, en ce qui concerne le fils de Laurent Gbagbo, il y a eu il y a des violations de ses droits. Mais en même temps, nous sommes, nous en tant que pays, en tant qu'État en Côte d'Ivoire, nous sommes membres de cette Cour internationale de la CEDEAO, qui, au regard du droit international, leur décision doit pouvoir, comment on appelle ça, avoir la primauté et sur le droit ivoirien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le droit international. Mais il y a absolument, qu'est-ce qu'on peut faire pour forcer la main aux Ivoiriens? Absolument rien. Vous voyez, et ça, et c'est pour cela que la PCPI peut lancer des mandats d'arrêt, et puis les mandats ne sont pas exécutés parce que, bon, il n'y a pas de gendarme en tant que tel pour forcer les pays à faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut faire, c'est des condamnations en condamnation, mais le recours à la force n'est pas vraiment quelque chose qu'on voit, comment on appelle ça, s'opérer dans l'histoire. Si on regarde bien, toutes les fois où vraiment il y a eu des interventions aussi coriaces, comment on appelle ça, où un droit a été violé. Il y a eu, comment on appelle ça, la Corée du Sud qui avait été envahie. Je crois que ça remonte à 1956. Et puis bon, il y a eu, comment on appelle ça, le cas de 91, lorsque Saddam Hussein avait intentionnellement envahi, comment on appelle cela, le Koweït. Bon, l'ONU était obligée de prendre ses responsabilités, aller les vider de là. Mais à part cela, c'est trop difficile. Et donc, on peut jouer, on peut se ratifier comment on appelle ça, des traités, et puis bon, ruser dans son implémentation, ruser comment on appelle ça, dans la façon de procéder de façon effective sur le terrain. Et donc, ça rend ce droit-là un peu chose difficile, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui se disent que, écoutez, le droit, sincèrement, ça ne nous concerne pas parce que c'est un droit qui est européen, ça ne prend pas en compte certaines cultures, et aussi, par exemple, les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, regardez les pays islamiques. Il y a trop de controverses sur ce qu'on pourrait appeler les choses, le droit international, et ça rend les choses plus difficile pour les pays, surtout qui sont dans la construction de leur démocratie, Jacques. Merci, M. Jean-Baptiste Guetta. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, avant de prendre notre auditeur, bon, on n'a pas entendu le pasteur Nda. Maintenant qu'il a tout écouté, je ne sais pas s'il veut certainement intervenir. Hein, pasteur Nda, est-ce que vous êtes là? Alors, pasteur Nda? Alors, je pense que nous allons quitter le pasteur Nda pour aller donc du côté donc de Madame Nyon, pour revenir pratiquement à l'intervention de l'avocat donc de M. Laurent Gbagbo. Alors, Madame Nyon, par rapport à l'intervention donc de l'avocat de M. Laurent Gbagbo, le procureur avait l'intention de nous dire que les avocats de M. Laurent Gbagbo sont actuellement en train de politiser un peu ce débat un peu juridique. Est-ce que tout le concept n'est même pas du tout politisé déjà, Madame Nyon? Allô, Madame Nyon?
Alors, allô, Madame Nyon, est-ce que vous vous entendez? Alors, nous allons quitter rapidement donc Madame Nyon, hein, et puis allez, je vais essayer donc de prendre le frère là qui nous appelle donc depuis l'État de Maryland avec les cas derniers chiffres, je crois c'est 76-18, c'est votre première participation. Hein. Alors 76-18, vous êtes en ligne. Allô Maryland, est-ce que vous entendez 76-18? Alors, Maryland ne répond pas. Hein. Alors, je vais directement du côté donc de M. Aboulaye Kogi qui a posé une question tout à l'heure. Je voudrais savoir s'il est un peu satisfait. Hein. La réponse donnée à sa question. Bonsoir, M. Kogi. Bonsoir, Roger. Bon, concernant la réponse donnée, je m'attendais à cette réponse-là, toujours dans les sens politiques. On essaie toujours de fuir ses responsabilités par le fait de dire que c'était des apaisements politiques et qu'on ne veut pas reconnaître son incompétence. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dit aussi, il y a des Ivoiriens qui sont morts, il y a des Ivoiriens qui ne sont ni à gauche ni à droite, qui sont là, qui ne peuvent pas se justifier, qui ne peuvent pas se justifier, qui n'ont pas été dédommagés comme tout perdu. C'est la question qu'on fait. Les deux côtés se rejettent des responsabilités. Et cela, vraiment, c'est dommage pour la réconciliation parce que ceux-là aussi, et c'est la voix silencieuse, personne n'est là pour les défendre. Chacun est là en train de tirer la couverture vers soi. Cela est vraiment dommage. Ouais. D'accord, merci, hein, M. Aboulaye Kogi. On nous signale que nous serons certainement obligés donc de perdre pratiquement tout le monde pendant au moins quelques petites minutes. Hein. Mais en attendant, hein, je vais prendre une autre réaction, notre commentaire rapide. Alors, je vais aller du côté donc de l'État. Je crois que cette fois-ci, ça doit être de Delaware avec Cheikh. Alors, il va nous amener un peu dans les globes de Dar es Salaam à Bouaké. Allons-y, Cheikh. Comment ça va? Jacques, bonsoir. Monsieur Jacques, est-ce que je peux vous répondre après parce que je suis D'accord, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh. Alors, quitter rapidement Cheikh et puis aller du côté, je vais le prendre notre frère, Monsieur Armand Sériblé, qui a posé sa question, je crois une ou deux questions, je ne sais pas s'il est satisfait donc des réponses données par Monsieur Alain Toussaint. Il était beaucoup plus préoccupé par un référendum pour les grandes, j'allais dire, hein, choses en Côte d'Ivoire, pour les grands sujets, hein, les grands débats. Alors, Monsieur Armand Sériblé, comment ça va, cher? Je vais très bien, je le prophète Armand Sériblé. Je suis en effet très d'accord avec M. Soumao pour la première fois, parce qu'il vient de lever un Côte d'Ivoire vraiment très important pour la résolution du problème en Côte d'Ivoire. Je veux dire que je ne suis pas satisfait de la prestation de M. Alain Toussaint, pour plusieurs raisons. Tant quand il parlait du sujet évoqué par M. Soumaoré, que quand il répondait à ma question. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je voulais simplement dire que le référendum est très important dans la mesure où nous sortons d'une crise, qui est effectivement ponctuée par plusieurs sortes de violences, de fraudes. Et donc, pour que nous retournions à la paix, à la stabilité, il faut que tous les pays, la Côte d'Ivoire, tous les membres, l'ensemble de la population participent, n'est-ce pas, de façon effective au retour de la paix. Et pour cela, il faut qu'il y ait un référendum pour changer de régime, n'est-ce pas. Il faut qu'on ait un régime parlementaire, à l'issue duquel on aura un Premier ministre, et ensuite on pourra faire des élections inclusives. Parce que la vie où on va actuellement avec ces poursuites judiciaires illégales, par-ci par-là, un jour, quelqu'un va s'énerver, plusieurs personnes vont s'énerver, et ça va être intenable. Il va être mieux de prévenir que de continuer de bailler comme si rien n'arrivera. J'avais dit qu'il ne fallait pas aller aux élections, j'ai eu raison, tout le monde me donne raison aujourd'hui. Et j'ai dit hier qu'il y aurait un tremblement de terre. C'est une façon symbolique de dire qu'il faudra quelque chose d'extraordinaire pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation-là. Et ce que M. Alain Toussaint vient de dire, comme quoi le Conseil de sécurité pourrait se laver les mains, c'est un tremblement de terre. C'est un revirement inattendu qui pourra
n'est-ce pas, nous ramener à notre propre conscience et dire, écoutez, tiens, on s'est laissé manipuler par le Conseil de sécurité alors qu'on pouvait prendre une décision nous-mêmes de mettre fin à tout ça. Vous voyez, donc il faut qu'on rentre en nous-mêmes, qu'on se dise, écoutez, où est-ce qu'on va avec ça? Vous voyez, où est-ce qu'on va avec ça? Parce qu'on connaît la genèse de la situation du problème de la Côte d'Ivoire. On connaît la genèse et on a beau se défendre, vous accusez Alassane, il y a plein de gars qui vont venir se défendre, nous accuser Gbagbo, on n'en finira jamais. Alors, on dit la fin d'une chose est mieux que son commencement. Alors, pour résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, déposons tout ça. Je ne dis pas qu'il faille promouvoir l'impunité, je ne dis pas que les victimes, qu'on s'en fiche. Non, je dis qu'au vu de la gravité de la situation, la lieu où nous allons, il est mieux, n'est-ce pas, de dire vraiment, on a pris un mauvais chemin. Et donc, appelons tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos enfants, asseyons-nous autour d'une table et trouvons un consensus. Et ce consensus ne peut pas être dicté par l'Assemblée nationale qui a été mal votée, ne peut pas être dicté par les conseils généraux qui vont être mal votés, ne peut pas être dicté par le président par M. Alassane Ouattara, que je ne considère pas comme le président de la Côte d'Ivoire, et il y en a des milliers comme ça. Alors, il faut qu'on s'arrête un moment et qu'on se dise qu'est-ce qui est mieux pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est mieux? Voilà, ça c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, c'est que tout le monde se mobilise autour de l'idée selon laquelle on peut convaincre, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité. Vous voyez, le pape, de façon inédite, vient de démissionner. Donc, ce n'est pas des choses qui sont, impossibles. Le pape vient de démissionner. Vous voyez. Alors, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas savoir quand ça a commencé. On sait, on a une idée. On a une idée de quand ça a commencé. Mais vous-même, Jacques Roger, vous avez souligné un problème. Il y a trop de morts, des millions de morts. Et puis nous, quelqu'un qui va venir nous dire ça, ça ne va pas satisfaire, n'est-ce pas, ça ne va rien nous donner. Que quelqu'un nous dise pourquoi il y a eu 500 morts, 1000 morts ou un seul mort, ne va satisfaire personne. Je sais que beaucoup de gens cherchent for the purpose of resolve, ils cherchent à comprendre, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est de dire, vraiment, on a manqué de sagesse. Vraiment, on aurait dû écouter, même si ce gars-là n'a pas de grandes églises, ou bien ceux qui ont dit ça, ceux qui ont dit qu'il n'est pas aux élections, même s'ils sont insignifiants à nos yeux, au moins, ça nous aurait gardé cette tuerie. Vous voyez. Alassane voulait absolument être président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo voulait absolument continuer son mandat parce que pendant 30 ans, bon, on l'a frappé, on l'a piétiné, et c'est un droit légitime. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Notre vie n'appartient pas à ces politiciens. La vie des futures générations non plus. So where do we go from here? What is the way forward? Alors, moi, je pense qu'en toute honnêteté, si on puise en nous un minimum de sagesse, un minimum de compréhension, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir amorcer, n'est-ce pas, un débat qui tourne autour de la paix et poser des actes mesurables, qualitatifs et quantitatifs qui nous mèneront véritablement vers la paix. Et moi, à mon sens, c'est de dire, écoutez, ces arrestations, ces machins, tout ça, laissez tomber. Je vous donne un simple exemple dont je parle avec un de vos participants à tout moment. Ils ont pris monsieur, comment il s'appelle, monsieur Tagro, ils l'ont tiré dans la bouche. Ça veut dire quoi? Le visage, comme vous voyez cette photo, ça veut dire taisez-vous, sinon on vous fait taire à vie. C'est ce que ça veut dire. Bon, ça là. Je pense que les gens n'ont pas civilisé pour faire les choses à un moment donné. Alors, il est mieux de vraiment atténuer la gravité des problèmes qui ont été causés à cause du greed, je ne sais pas comment on dit en français, à cause du greed des politiciens, à cause de l'aveuglement de certaines personnes, à cause de la vanité, de l'orgueil de certaines personnes. Nous en sommes là. L'huile est versée. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, essayons de chercher un autre bidon d'huile pour pouvoir faire notre aloco. Sinon, à cette allure-là, vraiment, je ne vois pas. On va s'entretuer et moi, je ne serai pas dedans. Alors, s'il vous plaît, depuis hier, je suis dans cette... je suis à la radio depuis hier, pour dire qu'il y aura un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, il serait mieux que tout le monde suive le droit chemin, c'est-à-dire amener le Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'Assemblée générale des Nations unies, à demander le départ de Ban Ki-moon. Alors, seulement le Conseil de sécurité sera obligé
de se ressaisir parce que sinon, ils ont pris une décision qui a tué des gens, qui a amené la mort de beaucoup de personnes, donc ils sont passibles de poursuites judiciaires. Qu'on ne le veuille pas. Quand vous êtes MR, ou bien vous êtes policier et que vous prenez une décision qui entraîne la mort de plusieurs personnes, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Allez-y. Pardon? Allez-y, finissez votre. Donc, le Conseil de sécurité a pris une mauvaise décision en imposant, en obligeant la Côte d'Ivoire à aller aux élections dans les conditions non conventionnelles et des conditions dont les conséquences sont là. Vous voyez? Alors, qu'ils expliquent ou pas, c'est pas ça le problème. Qu'ils expliquent par toutes sortes de formules, les conséquences sont là. Hein? Vous m'avez servi un plat qui a tué mes invités. Que vous ayez voulu faire un beau plat ou quoi, je m'en fiche. Les résultats sont là, c'est que ce gars-là, lui, il est paralysé, lui, il est mort, et puis l'autre, moi, on ne sait pas sa condition. Donc, vous, le restaurant, vous êtes passible de poursuite judiciaire. Donc, ceux qui ont préparé ce truc, c'est le Conseil de sécurité. Arrêtons de personnaliser la chose, d'individualiser la chose. Les hommes qui ont pris la décision, qu'on a dédiée à Alassane, comment il s'appelle, Gbagbo, tous ces gens, c'est des êtres humains qui sont pas infaillibles. Vous voyez, on n'est pas dans une religion, dans une émission religieuse, donc je suivrai le conseil de César pour dire que l'Église a failli, parce que l'Église, elle devrait dire la vérité aux gens, dire à toutes ces brebis, écoutez, n'allez pas aux élections, parce que vraiment, à la lieu où on va là, si vous allez contribuer à l'instauration d'une crise humanitaire intenable. The host has joined the conference. Allô? 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 Oui, merci. Alors, merci beaucoup. Voilà, je m'excuse, mais bon, voilà, je pense qu'il faut regarder dans cette direction. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Veuillez nous excuser, il y avait eu un petit problème technique tout à l'heure. Alors, je vais certainement prendre encore peut-être une ou deux réactions, le temps donc d'avoir un peu d'ici quelques petites minutes. Le professeur Sampoui Bayard dans son émission donc la galologie. N'oubliez pas que donc demain, à partir donc de 14h30 dans l'émission Docteur Jean-Aimé Moketou, docteur recevra donc des intellectuels africains, africains, gabonais, ivoiriens, burkinabés, pour parler un peu donc de la Cour pénale internationale. C'est bien ça, docteur Moketou, Oui, tout à fait. Nous allons parler de cette cour et du procès qui est en train de se dérouler en ce moment aux Pays-Bas. Et j'aurai, comme vous l'avez dit, des universitaires, je dis bien des universitaires, le professeur Bruno Elangema, le docteur Eddy, et puis les autres. C'est bien ça, à partir de 14h30. Voilà, 14h30, heure donc de Washington. Il sera, je crois, 20h30 au niveau donc de Paris, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Merci. Voilà, 19h30 GMT. Alors, merci, docteur Jean-Aimé Moketou. Alors, de côté, M. Ousmane Ba, qui avait posé aussi une autre question, je ne sais pas s'il est satisfait à la réponse donnée à sa question, M. Ousmane Ba. Merci beaucoup, Jacques. Bonsoir à tout le monde. La question que j'ai eu à poser, j'ai compris que M. Alain Toussaint a des préoccupations par rapport à cette question parce que quand on voit les charges contre M. Laurent Gbagbo, on cherche, bien sûr, je ne suis pas contre qu'on fait le jugement, par exemple, de 2002, la rébellion, les tueries, parce que c'est très important quand on perd des vies humaines, parce que ça représente le bas peuple. Mais la question, elle est essentielle. Comment lier les deux faits? Les charges qui sont contre M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, on a connu cette rébellion. Comment il a géré cette rébellion? Les accords. On va peut-être abandonner les accords qu'on a signés lorsqu'il était président de la République. On ne peut pas énumérer tous les accords qu'il a eu à signer avec cette rébellion. On a eu Soron Guillaume comme Premier ministre, on a eu des personnes qui étaient dans la rébellion comme ministres, on a accepté d'aller aux élections, tout ça c'était dans le cadre de la paix. Donc, c'est une question essentielle. S'ils ont la chance, s'ils ont les moyens de réconcilier les deux faits, ce serait une bonne chose. Mais moi, personnellement, je ne vois pas comment les avocats ou bien les partisans de Laurent Gbagbo, parce qu'il faut faire beaucoup attention.
chercher à le défendre, il faut savoir d'abord les charges portées contre la personne de Laurent Gbagbo ou bien les personnes qui seront jugées au niveau de la Cour internationale de justice, parce que c'est très important. Donc, sur ce fait, j'ai compris, ça a été une préoccupation pour lui. Bon, il n'a pas parfaitement répondu à la question. Je comprends bien sa position parce que là, ce serait très dur. C'est très dur de réconcilier les deux faits, les charges et puis ce qu'on évoque au niveau de la Cour internationale de justice. Pratiquement, moi, je ne vois pas une porte de sortie pour Laurent Gbagbo par rapport à ces charges. Je vais m'arrêter là pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Merci beaucoup, Jacques Roger. Quand vous dites que vous ne voyez pas une porte de sortie de M. Laurent Gbagbo, à quoi vous faites raison? C'est-à-dire que il est déjà enfermé certainement dans un système où il ne peut plus s'en sortir. Vous ne croyez pas du tout à l'impartialité donc de la Cour pénale internationale, ou bien les charges contre lui sont des choses assez solides à votre avis? Laurent Gbagbo, les charges contre lui ne datent pas, par exemple, comme beaucoup de personnes le pensent, il faut lier la rébellion aux charges portées contre Laurent Gbagbo. Moi, je pense que lorsqu'il était président de la République, il a mal géré cette situation aujourd'hui qui se retourne contre lui. Donc, si aujourd'hui on a des partisans ou bien on a les avocats de la défense, je le souhaite bonne chance s'il peut faire un lien par rapport aux charges et puis la façon dont le pays a été agressé par la rébellion. Mais moi, je ne vois pas cela. Quand vous regardez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, attendez Jacques Roger, en regardant toute cette situation, il y a eu un complot international, une mafia internationale qu'on a organisée par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est aux Ivoiriens de voir qu'est-ce que nous voulons. Parce que dans un pays où on a connu tant de crimes, on ne peut pas toujours chercher à balayer d'un revers de main, dire non, nous ne voulons pas de la justice parce que quelqu'un est pro Ouattara ou bien quelqu'un est pro Gbagbo. Et c'est là le problème. Le problème, il est essentiel. Moi, je leur souhaite bonne chance. Moi, je ne voudrais pas, dans un pays où des innocents, par exemple, qui n'ont jamais aspiré dans leur famille d'être chefs de quartier, ou bien des femmes aujourd'hui qui sont violées, ou bien des mamans qui n'ont pas revu leurs enfants, on ne parle pas de cela. C'est dans les dernières élections, on dit où se trouvent les personnes qui ont été victimes de cette rébellion. Mais je pense que, d'après tout ce qui s'est passé, par rapport à tous les rapports d'amnistie, parce que quand une assemblée nationale dit non, on a voté une loi d'amnistie par rapport à ces crimes dans notre pays, aujourd'hui on considère que en évoquant ces crimes, c'est une manière de défendre Laurent Gbagbo. Je ne vois pas Jacques Roger. D'accord. Merci beaucoup, donc, monsieur Ousmane Ba. Nous allons revenir à vous un peu plus tard. Un peu de musique, le temps donc de reprendre encore les autres frères qui sont en ligne.